Donc voilà, vous avez 7 principes parmi d'autres qui sont là, comme ça va me permettre d'aller vite pour que vous ayez donc un temps de discussion et vous les aurez en tête. Je vais simplement noter quelques petites choses autour de ça. Construire un cadre facilitant, c'est par exemple ce qui concerne les relations avec les parents. Parce que je crois que pour nombre de parents, l'école est totalement opaque et met en insécurité. Et de ce point de vue-là, l'information manque une information claire pour eux. Le fait qu'ils puissent voir, qu'ils puissent à certains moments apporter ce qu'ils ont à apporter. Et puis ça veut dire aussi travailler sur les documents que les élèves ramènent à la maison, afin que les parents puissent à certains moments les comprendre. Je travaille beaucoup avec mes étudiants, par exemple, sur les annotations, sur les copies d'élèves. C'est incroyable à quel point c'est opaque. Sur les bulletins scolaires, c'est incroyable de voir à quel point c'est opaque. Avec une tension quand même, parce que plus on veut les rendre clairs, plus ça devient opaque. Et oui, par exemple, si, en plus de la note de l'élève, je mets ses notes précédentes, si je mets la moyenne de la classe, si je mets la note la plus basse, la plus importante, oui, pour ceux qui ont les moyens, ça contextualise bien, ça rend plus clair. Pour d'autres, ça va rendre les choses encore plus compliquées. C'est aussi avoir des fonctionnements qui donnent aux élèves le sentiment qu'ils appartiennent à une communauté respectueuse et juste, qui les écoute et sur laquelle ils ont prise. Nos collègues ont insisté sur le fait de trouver sa place, c'est une expression qui est revenue. Je crois que c'est très très important, c'est-à-dire que les élèves, dans nombre de cas, ont l'impression qu'ils ne comptent pour rien, on leur impose tout, on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire, etc. Et du coup, quand on leur tient des discours sur la démocratie, ça les fait doucement rigoler, puisque ce n'est pas ce qui est mis en pratique, si vous voulez. Donc voilà, il y a une contradiction effective. Et ce cadre facilitant, c'est aussi un milieu propice aux apprentissages. Donc avec un milieu qui soit si possible riche et stimulant, qui bouge, c'est construire la classe comme une communauté d'apprentissage, c'est-à-dire insister peut-être plus sur la coopération, y compris du maître, que sur la compétition. C'est construire un milieu sécurisé, c'est-à-dire un milieu où on n'ait pas peur dans la classe et hors de la classe, où il n'y ait ni violence ni humiliation. Vous avez un sociologue, Pierre Merle, qui bosse beaucoup là-dessus, et qui montre à quel point l'univers scolaire est un univers d'humiliation pour le nombre d'élèves, et un univers clair quant au fonctionnement. Et construire un milieu sans souffrance ajoutée. Alors qu'est-ce que je veux dire par sans souffrance ajoutée? C'est-à-dire, c'est quand même étonnant de constater comment, dans nombre d'établissements, c'est encore difficile pour les élèves d'aller aux toilettes, de boire quand ils ont soif et qu'il fait chaud, de manger quand ils ont faim, de se déplacer. Comment ils doivent se taire tout le temps? C'est hallucinant. On vous demande ça, ça serait difficile. Et vous avez quand même des trucs assez fascinants. Par exemple, dans l'école Hélène Boucher, donc, les élèves ont le droit de parler entre eux, à petite voix. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent boire, etc. Et les portes des classes sont ouvertes. Et quand vous passez dans le couloir, il n'y a pas de bruit. Ça fait réfléchir quand même sur les fonctionnements scolaires traditionnels. Penser les apprentissages autour de quelques principes essentiels. Je ne vais pas tout dérouler, mais peut-être le fait que personne ne peut apprendre à la place du sujet. C'est le sujet qui apprend lui-même. Donc ça change automatiquement les manières de considérer ce qui est enseigné. J'y reviendrai. Les apprentissages ne sont ni communs, ni univoques, ni linéaires. C'est-à-dire qu'il y a des singularités, des rythmes, des stratégies, des cheminements. Ce qui soulève des problèmes d'évaluation réglés. Est-ce qu'on peut faire, une fois qu'on a dit ça, des évaluations communes? Voilà, c'est pas évident. Pensez aussi les apprentissages en relation avec ce qui constitue les élèves et ce qui constitue leur déjà là.
Et puis, et j'insiste sur ce point parce que c'est quelque chose de très important pour nous à l'heure actuelle, parce qu'on fait des recherches, nous, sur ce qu'on appelle la conscience disciplinaire et le vécu disciplinaire. C'est-à-dire la manière dont les élèves reconstruisent ce que sont les disciplines, il ne faut pas penser que ce soit clair pour les élèves, et dont ils les vivent. C'est-à-dire quels sentiments ils associent aux différentes disciplines, quelles émotions, etc. Et on ne se rend pas compte, si on n'a pas fait ces recherches, à quel point la compréhension est un lieu fondamental pour eux. C'est-à-dire comment ils ont peur de ne pas comprendre. Comment ils sont soulagés quand ils comprennent. Comment, notamment dans certaines disciplines, ce qu'ils apprécient chez le prof, c'est pas d'être sympa, c'est pas sa personnalité, c'est pas vrai. C'est le fait qu'il s'occupe de la compréhension des élèves et qu'il ne lâche jamais sur la compréhension des élèves. Bon, alors après, on peut aussi ouvrir et varier les chemins. J'insisterai peut-être encore un point, c'est le temps. Très souvent, le temps n'est ajusté ni au plus rapide, ni au plus long. C'est un temps pour un élève abstrait qui n'existe pas. Et de surcroît, un temps bien souvent inachevé. C'est-à-dire qu'on donne des choses à faire aux élèves et puis à un moment on dit bon, on s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le travail donné, on l'estime important pour les apprentissages et il faut laisser le temps de le finir, ou pas? On peut l'arrêter, effectivement, quand on veut. Et puis, travailler sur les erreurs. Les erreurs, c'est un lieu fondamental. Je ne suis ni pour les stigmatiser, ni pour les encourager. En revanche, c'est un lieu de travail très, très largement sous-estimé. Là aussi, on a effectué un certain nombre de recherches dessus. Penser l'enseignement comme condition, plus que comme guide des apprentissages, c'est-à-dire plutôt que, ou du moins pour transmettre, ne faut-il pas permettre? Vous voyez, c'est-à-dire comment stimuler et comment étayer les apprentissages. Quatrième principe, construire une équipe enseignante, solidaire, sur des principes constamment à se réapproprier et travailler ensemble. C'est-à-dire, à mon avis, dans ce qui marche, voilà, c'est que l'équipe enseignante soit solidaire, non pas par le fait du principal, du proviseur, etc., mais sur des principes qui permettent d'éviter donc ce qui concerne directement les relations entre personnes qui peuvent fluctuer, etc. Et ces principes sont constamment à se réapproprier. C'est-à-dire que bien souvent, on oublie, pour les plus anciens, qu'il faut les reconstruire pour ceux qui arrivent et qui ne sont pas évidents. Et travaillant ensemble, là aussi, au travers des différentes expériences, c'est quelque chose qui facilite effectivement les choses, qui rendent les rapports avec les élèves plus faciles, qui permettent de clarifier les choses. Et notamment, la solidarité sur les principes, c'est sans doute quelque chose qui explique des chutes rapides d'incivilité, mais aussi des expériences qui peuvent marcher au-delà de leurs différences de fonctionnement. C'est quelque chose qu'on va retrouver. Cinquièmement, réfléchir aux configurations disciplinaires possibles pour chaque discipline en fonction des élèves et de leurs difficultés. Ben là, ça veut dire que peut-être avant ou en même temps que la réflexion sur des projets sur l'interdisciplinaire, c'est à chacun dans sa discipline de réfléchir à, ben voilà, quelles sont les visées de ma discipline. Par exemple, si je fais de la grammaire, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour aider à lire et à écrire? Est-ce que c'est pour construire une position réflexive au langage? Est-ce que c'est pour apprendre des normes, voire des surnormes, etc. Donc une réflexion sur les visées, sur la hiérarchisation des contenus. Bien souvent, quand on est angoissé par les programmes à finir, c'est peut-être qu'on n'est pas assez clair sur ce qui est fondamental dans l'organisation de sa discipline. De quoi les élèves doivent s'emparer, et là où c'est un peu plus large. Et donc, si vous voulez, les configurations disciplinaires, c'est les manières de faire fonctionner la discipline qui varient selon les pays. Par exemple, les maths sont stressantes à partir du collège
En France, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Les maths deviennent une discipline qu'on n'aime pas en collège, c'est la discipline préférée à l'école primaire. Donc vous voyez, c'est très intéressant de regarder les disciplines sous l'angle des configurations disciplinaires. On parle par exemple du français dans une classe traditionnelle, et puis quand on parle du français en pédagogie Freinet, vont venir le point neuf, les textes libres, etc. C'est-à-dire des manières radicalement différentes de faire fonctionner les disciplines. Et ça, c'est un atout pour les enseignants. S'ils connaissent ces matières-là, qu'ils vont voir au travers d'écoles, de collèges différentes, aussi au travers de pays différents, etc. Je rajouterais encore former incessamment les enseignants. Je ne dis rien sur ce qui se passe à l'heure actuelle en France. Voilà. Et puis, enfin si, c'est une catastrophe. Et je crois que voilà, rien ne marchera tant qu'on n'aura pas revu ça, la formation initiale, la formation continue et l'articulation entre les deux. Et on peut proposer des réformes. On peut proposer des réformes. Voilà. Si ça, c'est pas là, je crois que bon, d'autres pays l'ont compris. Et puis, reconnaître et valoriser les expériences menées, les enseignants qui les mènent. C'est-à-dire que une des grandes leçons de notre travail sur les expérimentations article 34, c'est le désespoir des enseignants, qui se décarcassent, qui travaillent et qui ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que s'ils sont reconnus, c'est par leurs élèves, c'est par les parents d'élèves, éventuellement par la presse locale, éventuellement par des structures comme le café pédagogique. Mais au-delà, ils ne sont pas reconnus par l'éducation nationale. Et donc, il serait peut-être temps que ça change. Ou alors, quand ils sont reconnus, on va sortir les leaders des équipes pour les mettre dans un autre lieu. Et bing, l'expérience se casse la gueule. Voilà. Et donc, là encore, il est temps que l'éducation nationale ait une réflexion de fond là-dessus, si elle veut que les choses marchent. Voilà. J'ai essayé d'être le plus bref possible pour qu'il y ait le temps de la discussion. Merci.